Nous allons écouter Alain Bauer, présenté comme un grand expert en criminologie, invité par BFM TV pour analyser la guerre en Ukraine. Officiellement, il s'agit d'une interview d'expert, en réalité c'est un condensé de propagande. Derrière un discours savant, Bauer reprend toutes les ficelles du narratif occidental. Glorification de Volodymyr Zelensky, victimisation permanente de l'Ukraine et diabolisation systématique de la Russie. Chaque phrase est construite pour orienter votre perception. La Russie serait toujours l'agresseur, l'Ukraine toujours la victime héroïque, et l'Occident l'unique sauveur. Ce type de discours n'a rien de neutre. C'est un formatage de l'opinion, un bourrage de crâne destiné à justifier la poursuite de la guerre. Dans cette vidéo, nous allons démonter point par point les propos d'Alain Bauer. Nous allons révéler les omissions, les falsifications historiques et les manipulations qui se cachent derrière son vernis d'expertise, car comprendre la propagande, c'est déjà commencer à s'en libérer. Si vous voulez des décryptages sans filtre, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et likez cette vidéo. C'est ce qui nous permet de contrer l'algorithme et de toucher plus de monde. Merci à ceux qui partagent. On retrouve tout de suite Alain Bauer qui est en duplex avec nous. Alain Bauer, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Vous avez publié récemment de nouveaux ouvrages dont l'un est consacré notamment, c'est un roman, mais qui est librement inspiré de la réalité au président Zelensky. En cette journée de l'indépendance, notre correspondant, notre envoyé spécial nous le disait à l'instant, le président Zelensky continue de montrer les muscles. Comment vous décryptez cela ? Bon, c'est une négociation. Quand on arrive assez rarement dans une négociation avec la corde au cou et l'idée qu'on va se rendre. Le président Zelensky dirige la résistance ukrainienne depuis l'invasion. Il était élu avant. Je rappelle que le président Zelensky est issu des zones russophones et russophiles de l'Ukraine et que ça a été la grande surprise des Russes que de découvrir que même ces zones-là étaient capables de résister à une invasion. Vous signalez que c'est la journée de l'indépendance. Alors c'est la deuxième indépendance de l'Ukraine. La première date de 1941, l'autre de 1991. À 50 ans de distance, ce pays a par deux fois tenté de prouver qu'il pouvait être indépendant de la Russie et chaque fois a payé très cher le prix de son indépendance. La première fois par une sorte d'accord entre les soviétiques et les nazis, la deuxième fois en voulant s'exfiltrer de la fin de l'URSS et en n'arrivant pas à trouver la voie naturelle vers le libre exercice de ses choix. Donc il est normal que le président Zelensky montre qu'il est capable de se défendre et de résister, même plus que de résister, d'être en situation d'offensive, au moment où le Wall Street Journal indique que depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et surtout de M. Hexet au Pentagone, l'Ukraine n'a plus la capacité d'utiliser, comme elle le souhaiterait, des armes qui ont été fournies par les États-Unis, des armes de moyenne longue distance, qui sont désormais soumises à une sorte d'embargo américain dans l'attente des négociations difficiles vers un cessez-le-feu, puisque je n'ai pas cru une seconde qu'il y aurait un accord de paix. Ça veut dire... Alain Bauer se présente comme un expert, mais ce qu'il livre dans cette interview n'a rien d'une analyse neutre, c'est du bourrage de crâne. D'abord, il met en scène Volodymyr Zelensky comme un héros absolu, à la tête d'une résistance qui s'étendrait même dans les zones russophones et russophiles. Pourtant, la réalité est tout autre. Le Donbass, majoritairement russophone, s'est soulevé dès 2014 contre le régime issu du coup d'État du Maïdan. Ce n'est pas une surprise que ces régions aient résisté à Kiev. C'est au contraire une guerre de 8 ans menée par Kiev contre ses propres populations, qui a fait plus de 14 000 morts selon l'ONU. Ensuite, Bauer convoque l'histoire en affirmant que l'Ukraine aurait prouvé 2 fois, en 1941 et en 1991, son indépendance vis-à-vis de la Russie. C'est une réécriture flagrante. En 1941, ce n'est pas Moscou qui a envahi l'Ukraine, mais l'Allemagne nazie qui a envahi l'URSS, avec la complicité de certaines factions ukrainiennes. Réduire cette période dramatique à une indépendance de la Russie est un travestissement historique. Puis, il aborde la question des armes américaines, en expliquant que si les Ukrainiens n'utilisent pas certains missiles longue portée, c'est uniquement à cause de Donald Trump et du Pentagone. Mais la vérité est tout autre.
Les États-Unis craignent une escalade nucléaire en cas de frappe profonde contre la Russie. Ce n'est pas un simple embargo technique, c'est une tentative de contrôler une guerre qui pourrait dégénérer. Bauer efface totalement ce danger, préférant présenter l'Ukraine comme une victime héroïque, bridée par ses alliés. Tout son discours repose sur une mécanique simple. L'Ukraine est toujours la victime, la Russie toujours l'agresseur, et l'Occident toujours le sauveur. En réalité, ce qu'il propose, ce n'est pas une expertise, mais une narration binaire et émotionnelle, parfaitement calibrée pour justifier la confrontation permanente avec Moscou. C'est exactement ça, la propagande moderne, habiller un récit orienté en discours d'autorité savante. Ça veut dire, Alain Bauer, vous l'évoquiez à l'instant, que les Américains ne souhaitent plus, contrairement à l'accord qu'avait donné le président Biden, que les Ukrainiens puissent utiliser des armes qui puissent aller cibler l'intérieur du territoire russe. C'est bien ça, ça veut dire quoi ? Alors, le président Biden avait donné les armes, mais leur usage était toujours soumis aux Américains. Il n'y a que les Européens pour penser que quand des Américains vendent ou donnent des armes, des F-35 ou des attaques MS, c'est-à-dire ces fameux missiles moyenne longue portée, on puisse le faire comme on veut, quand on veut, et ça vaut y compris pour des armes américaines aux mains d'acteurs européens, mais qui dépendent du renseignement des satellites et des moyens électromagnétiques américains. Tout le monde est extrêmement dépendant, et je signale à tous ceux qui achètent des F-35 pour l'instant qu'ils n'en auront l'usage que si, quand et comme les Américains le souhaiteront. C'est dans les contrats, ça n'est pas une surprise, mais c'est une règle. Ce qui est nouveau, c'est les restrictions d'usage plus importantes, puisque quasiment zéro envoi de ces missiles, et la compensation se fait par des moyens propres aux Ukrainiens, des capacités de défense autonomes, avec des outils de plus en plus performants, de plus en plus puissants et surtout de plus en plus nombreux. L'Ukraine fabrique massivement des drones sous-marins, navals, aériens et terrestres, et ce qui n'est pas nouveau, puisque un tiers de la puissance militaire de l'ex-Union soviétique était basée en Ukraine, et pas seulement des armes nucléaires. Il y a une infrastructure historique militaro-industrielle en Ukraine, qui est un des arguments d'ailleurs pour lesquels la Russie souhaite absolument et à tout prix récupérer non seulement le Donbass, mais neutraliser le reste de l'Ukraine. L'Ukraine a une histoire militaro-industrielle qui pèse beaucoup dans l'arrière-pensée de ce que veut Moscou pour l'instant. Alain Bauer. À première vue, Alain Bauer semble asséner une analyse implacable. En réalité, son discours repose sur 3 contre-vérités. 1. La dépendance aux armes américaines, ce n'est pas une révélation. Tous les systèmes américains sont verrouillés par Washington. Les Européens ne croient pas à une autonomie, ils subissent une tutelle assumée. Les missiles ATACMS, les F-35, les HIMARS, tout dépend de la logistique américaine, de l'imagerie satellitaire américaine et des autorisations américaines. Bauer fait semblant de dénoncer une naïveté européenne, alors qu'il s'agit d'un choix politique, rester volontairement sous parapluie US, même au prix de la souveraineté militaire. 2. Les drones ukrainiens. Parler d'une production de masse est trompeur. Oui, l'Ukraine fabrique des drones improvisés, mais les modèles efficaces, navals ou aériens, sont financés et parfois conçus par des consortiums occidentaux. Les circuits imprimés viennent de Taïwan, les composants électroniques de l'Ouest, les systèmes de guidage reposent sur des technologies de l'OTAN. Même les fameux drones navals ukrainiens sont armés avec des explosifs, fournis par Londres ou Washington. Autonomie ? Non. Dépendance totale. 3. D'héritage soviétique. Bauer laisse croire que l'Ukraine serait une sorte d'héritière de l'arsenal soviétique. C'est faux. Après 1991, la majorité des infrastructures stratégiques a été démantelée ou transférée à Moscou. L'Ukraine a volontairement abandonné son arsenal nucléaire en 1994, mémorandum de Budapest, en échange de garanties occidentales, jamais respectées. Les grandes usines d'armement, comme Antonov pour l'aviation ou Yuzmach pour les fusées, se sont effondrées faute de commandes. Aujourd'hui, la base industrielle ukrainienne est exsangue, dépendante de subventions et de licences étrangères. Bref, derrière le vernis d'expertise, Alain Bauer présente une Ukraine forte et autonome. La réalité est l'inverse. Une armée sous perfusion, des drones bricolés avec l'aide de l'OTAN, et une industrie militaro-industrielle ruinée depuis 30 ans. Comment vous décrivez la situation de l'Ukraine aujourd'hui sur le plan militaire, sur le terrain? On parle beaucoup des avancées russes, effectivement, dans le Donbass. Comment vous estimez la situation sur le terrain de l'armée ukrainienne et des pouvoirs ukrainiens?
Bah, c'est une guerre d'attrition qui aujourd'hui passe plus par les drones que par les humains, mais qui fait beaucoup de victimes civiles et encore des victimes militaires, même si ça se fait non pas au corps à corps, mais de plus en plus loin sur le front. Et donc, bah, la relation, elle est démographique. Hein. Il y a 4 Russes pour un Ukrainien. Donc, quand les Ukrainiens éliminent 4 Russes, il y a une sorte d'équilibre, ce qui est actuellement le cas. Il fut une période où la contre-offensive ukrainienne avait amené à éliminer 8 Russes pour un Ukrainien, et donc il y avait eu une reprise d'un certain nombre de territoires. Là, l'équilibre se fait par l'attrition, par la modernisation grâce aux drones iraniens des capacités russes, un certain nombre de moyens d'aide logistique chinoise, l'arrivée des soldats nord-coréens sont des éléments qui ont bousculé la capacité des Ukrainiens à reprendre du territoire. Et là, ils en perdent de manière grignotage. Mais ce grignotage fait beaucoup de victimes. C'est pour ça que l'épuisement général, y compris l'épuisement général de l'économie russe, et ce qui explique les attaques ukrainiennes sur ce qui remplit les caisses encore, même si c'est de moins en moins en Russie, c'est-à-dire les hydrocarbures, sont des éléments qui permettent de maintenir un niveau très élevé de pertes dans cette guerre, alors que le niveau de progression est très réduit. Le président... Ce que Bauer décrit relève plus du slogan de propagande que d'analyse. 1. Le ratio des pertes. Parler d'un 8 pour 1 est un mythe. Même les sources occidentales comme le New York Times, mars 2024, et le Pentagon Leak, révélé par Washington Post, ont confirmé que les pertes ukrainiennes sont colossales et proches, voire supérieures à celles de la Russie. Le général Mark Milley lui-même, ex-chef d'état-major américain, reconnaissait dès 2023 que l'Ukraine ne peut pas gagner militairement face à une Russie disposant d'une réserve humaine et industrielle largement supérieure. 2. Le grignotage russe. Ce mot minimise la réalité. Ce n'est pas un simple grignotage. Ce sont des avancées continues et stratégiques. Le Donbass est désormais presque entièrement sous contrôle russe. Et Moscou a établi des lignes défensives profondes qui rendent toute contre-offensive ukrainienne impossible. Institute for the Study of War, août 2025. Ce que Bauer appelle grignotage est en fait une guerre de position gagnée méthodiquement par la Russie. 3. Les frappes ukrainiennes sur l'économie russe. Bauer présente cela comme une stratégie efficace, mais les faits disent l'inverse. Malgré les frappes, la Russie a atteint en 2025 un niveau record d'exportation énergétique vers la Chine et l'Inde. Agence internationale de l'énergie, juillet 2025. Résultat, les finances de Moscou tiennent, alors que l'Ukraine vit uniquement sous perfusion budgétaire américaine et européenne. En résumé, Bauer dramatise les succès ukrainiens et minimise la résilience russe. La démographie, l'économie, la logistique et l'industrie pèsent lourdement du côté de Moscou. L'idée que Kiev tire l'équilibre est une illusion. Le président Zelensky, au cours de cette journée de l'indépendance, a réclamé à nouveau une rencontre avec le président russe Poutine. Il estime que ça constitue, je cite, le moyen le plus efficace pour avancer. Est-ce que c'est un mirage ou est-ce qu'à vos yeux, cette rencontre aura lieu un jour ? Je ne sais pas, même le président Trump a l'air de commencer à penser que ça n'allait pas avoir lieu et que le président Poutine le baladait plus que nécessaire. Donc il s'est redonné 15 jours pour se faire une idée de la situation. Je cite ce qu'il a dit l'autre jour, je crois, à la Maison-Blanche. Donc on ne sait pas. De toute façon, à un moment ou à un autre, cette guerre devra s'arrêter par un cessez-le-feu et pas par une paix. J'ai toujours considéré que la guerre d'Ukraine était un modèle réduit et moderne de la guerre de Corée, où il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. La guerre de Corée, c'était il y a 60 ans. Et donc, la question centrale aujourd'hui, c'est quels sont les mécanismes d'un cessez-le-feu qui n'aboutirait pas à une paix et quels sont les échanges qui devraient avoir lieu pour que Vladimir Poutine puisse dire « j'ai gagné », puisque c'est le cœur de sa problématique, et quelles sont les limites pour les Occidentaux en général et les Américains encore un peu, pour dire voilà, le sujet va être de considérer que ce cessez-le-feu peut être accepté. Je précise qu'il faudra que les Ukrainiens votent par référendum s'il y a des, entre guillemets, cessions de territoire. Alors, la cession de territoire, ce n'est pas un problème de cessez-le-feu, mais c'est un problème de paix. Et puis, le troisième problème, c'est ce qu'on ne regarde pas pour l'instant, ce qui est en train de se passer ailleurs, le 3 septembre, le grand défilé majeur qui aura lieu à Pékin en présence de Vladimir Poutine, de Narendra Modi, le Premier ministre indien,
des Iraniens et bref d'environ les représentants de 4 milliards d'habitants, pour la première fois dans l'histoire, une coalition potentielle de la plus grande démographie du monde, suivie de la plus grande économie du monde, suivie d'une force militaire qui va être probablement extraordinairement impressionnante, vont modifier l'ensemble de l'équilibre mondial. Les Occidentaux ne sont plus les maîtres du jeu. La comparaison avec la guerre de Corée est trompeuse. La Corée est restée figée entre deux États reconnus, avec une ligne de démarcation claire. L'Ukraine, au contraire, est devenue le théâtre d'un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie. Une guerre stratégique, pas coloniale. Présenter la Russie comme une puissance coloniale est un contresens historique. Moscou ne cherche pas à coloniser l'Ukraine, mais à empêcher son intégration définitive à l'OTAN. Dès 2008, à Bucarest, la Russie avait prévenu que l'adhésion de Kiev serait perçue comme une ligne rouge. Cette guerre est une guerre de sécurité et de sphère d'influence, pas une conquête coloniale. Même Henry Kissinger, Davos 2023, l'avait reconnu. L'Ukraine est au cœur de la sécurité russe depuis 2 siècles. 2. La Russie veut proclamer une victoire. Faux. La Russie ne cherche pas seulement à sauver la face, mais à garantir militairement ses acquis. Depuis 2022, la Crimée, Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia sont intégrés juridiquement à la Fédération de Russie. Il ne s'agit pas d'une proclamation, mais d'une réalité politique et militaire déjà consolidée. 3. La neutralité ukrainienne déjà expérimentée. L'Ukraine a été neutre pendant près de 20 ans, jusqu'en 2014. Et c'est précisément après le coup de Maïdan et l'alignement sur l'OTAN que la guerre a éclaté. Dire aujourd'hui que la neutralité est une option est une manipulation. La neutralité existait déjà, et c'est l'Occident qui l'a brisée. 4. Tout se jouera entre Trump et Poutine. C'est une vision réductrice qui efface les dynamiques réelles. Certes, Washington et Moscou sont les pivots, mais ce sont les États-Unis qui dictent les lignes rouges à Kiev. Zelensky n'est pas libre, il exécute une stratégie occidentale. Parler de dialogue limité des Européens est une formule commode pour masquer leur impuissance totale. En vérité, la guerre ne ressemble pas à la Corée. Elle est l'expression d'un affrontement systémique entre une Russie qui défend ses zones vitales de sécurité et un bloc occidental qui refuse d'admettre l'échec de son expansion. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, cible les Européens. Il considère que ce sont eux, tout simplement, qui empêchent la paix. On l'écoute, je vous fais réagir juste après. Ils ne font que chercher un prétexte pour empêcher les négociations et veulent que cela ne soit pas perçu comme de leur faute ou de celle de Zelensky. Zelensky qui est également obstiné, posant des conditions et exigeant une rencontre immédiate avec Poutine, et ce à tout prix. C'est une tentative de violation du processus initié par les présidents Poutine et Trump qui a apporté de très bons résultats. Nous espérons que ces tentatives vont échouer. Les Européens empêchent-ils justement de faire la paix, comme le dit Sergueï Lavrov, Alain Bauer? Sergueï Lavrov, c'est la représentation moderne du plus grand ministre des Affaires étrangères que la Russie soviétique ait connu, qui est le ministre Molotov, qui a eu un représentant ensuite qui s'appelait Gromyko. Ce sont toujours les mêmes, ils sont interchangeables. On pourrait même dire que probablement ils les ont clonés les uns les autres. Et donc l'idée générale, c'est que c'est toujours la faute des autres. Mais le puissant écrit sa propre histoire, il sait ce qu'il veut. Et donc, le fait de faire peser sur les Européens, les Américains, Zelensky, les nazis, ou je ne sais pas qui, la responsabilité d'une initiative militaire qui a d'abord été celle de Moscou, qui est celui qui a envahi l'Ukraine. Personne d'autre ne l'a fait. L'Ukraine ne visait à envahir personne, pas plus que les Européens d'ailleurs, est un sujet habituel de cours qu'on peut donner dans les écoles diplomatiques internationales. L'art de la puissance, de la force et un peu du mensonge, ou en tout cas d'un très joli capacité d'enveloppe. Non, c'est le président Trump et le président Poutine qui ont entre les mains la décision ou la capacité à accélérer les choses vers le cessez-le-feu. Tout le monde sait quelles sont les règles du jeu. Elles ont été définies à Istanbul il y a plusieurs années déjà. Et donc la question se pose aujourd'hui de savoir quelles sont les conséquences d'un cessez-le-feu pour l'Ukraine. La perte du Donbass, de tout le Donbass ou de pas tout le Donbass, le petit village gaulois qui résiste en haut de Donetsk, est un élément majeur de la négociation. La neutralité ou pas de l'Ukraine, sa capacité à rejoindre des alliances internationales ou pas, et puis des garanties de sécurité dont Moscou est évidemment partie. Moscou qui a rejeté sa signature, répudié sa signature de 1994, au moment où l'Ukraine a rendu ses armes nucléaires, mais où les États-Unis et la Grande-Bretagne ont été d'une lâcheté
formidable en n'intervenant pas à ce moment-là, et qui aujourd'hui explique qu'elle est prête à donner des garanties de sécurité, mais à condition qu'elle soit sous une forme unanime, ce qui évidemment ne peut pas être accepté par les absolument Ukrainiens. rien, Alain Boer. Le sommet d'Anchorage. Ce discours est taillé pour la télévision, mais il repose sur des mensonges. 1. Moscou a envahi. Non. La guerre ne commence pas en 2022 mais en 2014, avec le coup d'État de Maïdan soutenu par Washington et Bruxelles. Victoria Nuland, Sénat américain 2014. Pendant 8 ans, Kiev a bombardé le Donbass, faisant plus de 14 000 morts civils. ONU, rapport 2014-2021. La Russie intervient après l'échec total des accords de Minsk, torpillés publiquement par Merkel et Hollande. Die Zeit, décembre 2022. 2. Les accords d'Istanbul. Bauer oublie volontairement que ces négociations avaient déjà abouti à un projet de compromis en mars 2022, confirmé par The Financial Times, avril 2022. Neutralité de l'Ukraine contre garantie de sécurité. C'est Boris Johnson qui est venu à Kiev saboter l'accord, sur ordre de Washington et Londres. Ce n'est pas Moscou qui a bloqué, mais l'Occident. 3. La trahison nucléaire de 1994. Encore une manipulation. Le mémorandum de Budapest n'a jamais été un traité contraignant. Il donnait seulement des assurances politiques, pas de garanties militaires. Même Brookings Institution, think tank américain, l'a reconnu. Ce texte n'engageait pas juridiquement les signataires. Parler de trahison est donc un mensonge pur et simple. La réalité ? Moscou n'a pas réécrit l'histoire. Elle a répondu à 8 ans de guerre dans le Donbass et au sabotage occidental des négociations de paix. Le sommet d'Anchorage n'a servi absolument à rien. Non, il a débloqué 2-3 choses, c'est-à-dire les échanges de territoire, l'idée qu'il pourrait y avoir un dialogue. Donc on ne peut pas dire ça, la diplomatie c'est toujours millimétrique. C'est pas comme l'information en continu où quelque chose se passe tout le temps. Là, il se passe quelque chose tout le temps. Il y a eu des échanges de prisonniers encore hier. Il y a des négociations dans l'ombre. Ce que je raconte dans mes livres, dont vous avez indiqué tout à l'heure, c'est que derrière la partie visible, il y a une partie cachée, une partie discrète qui se joue au quotidien avec beaucoup d'intermédiaires. Et donc, il y a une volonté que le cessez-le-feu ait lieu parce que le cessez-le-feu est une condition de la fin de l'épuisement généralisé de tous les protagonistes de cette affaire. Épuisement politique de Donald Trump, épuisement humain des Ukrainiens, épuisement économique des Russes, et puis épuisement financier aussi des Européens qui financent massivement cette guerre. Donc à un moment ou à un autre, elle s'arrêtera. La question, c'est à quel prix ? Est-ce que vous considérez que... Encore un discours calibré pour brouiller les réalités. Les Russes épuisés économiquement. Faux. Selon le Fonds monétaire international, rapport avril 2025, la Russie a enregistré une croissance supérieure à 3%, tirée par l'énergie et les exportations vers l'Asie. Pendant ce temps, l'Allemagne, moteur européen, est en récession technique. Financial Times, mai 2025. Ce ne sont pas les Russes qui craquent, mais bien l'Europe. 2. Trump politiquement affaibli. Encore une contre-vérité. Trump est au pouvoir, et son administration dicte la ligne. C'est l'Europe qui est politiquement fragmentée, incapable d'imposer une stratégie commune. Même Politico Fiori parle d'une union désunie face à Moscou, juin 2025. 3. Les Ukrainiens épuisés humainement. Oui, mais Bauer passe sous silence la cause. La mobilisation forcée, les désertions massives, la fuite de millions d'hommes en âge de combattre. L'Ukraine saigne parce qu'elle a été transformée en chair à canon par l'OTAN qui refuse tout compromis. La vérité, la Russie s'adapte, l'Europe s'effondre économiquement et l'Ukraine s'écroule démographiquement. Le récit de Bauer est inversé pour sauver la face occidentale. Est-ce que vous considérez quand même que Donald Trump s'est fait duper par Vladimir Poutine ? Il savait où il allait, il a cru qu'il y avait un lien personnel suffisant pour accélérer les choses. Donald Trump aime bien que les accords aient lieu rapidement. L'art du deal, pour lui, c'est un art du deal rapide. Donc il est un peu en train de s'impatienter, de s'énerver ou de se dire qu'en fait, ce problème n'est pas le sien parce qu'il veut revenir sur le pivot Indo-Pacifique et s'occuper vraiment du seul sujet qui est essentiel pour lui désormais, c'est la Chine. Le vice-président américain... Encore une fois, Bauer détourne l'analyse. Trump s'impatiente. En réalité, Trump joue une stratégie de pression. C'est lui qui a obtenu de Zelensky l'ouverture à des pourparlers et lui qui impose à l'Europe un gel de livraison d'armes offensives. Wall Street Journal, juillet 2025. Ce n'est pas de l'impatience, c'est du calcul politique. Sa priorité reste la Chine. Oui, la Chine est le grand dossier américain. Mais réduire la Russie à une distraction est faux. Trump sait que régler le dossier ukrainien avec Poutine, c'est libérer Washington du fardeau européen pour concentrer ses forces en Indo-Pacifique. Autrement dit, Moscou est la clé pour contenir Pékin.
Le lien personnel. Là encore, Bauer caricature. Il ne s'agit pas d'amitié mais d'intérêt. Poutine et Trump se rencontrent parce qu'ils savent qu'un accord peut rebattre la carte mondiale. C'est du réalisme pur, pas du personnel. Résumé, Trump ne s'impatiente pas, il avance ses pions. La Russie n'est pas un dossier secondaire mais un levier central de sa stratégie mondiale. Bauer minimise pour faire croire à une relation fragile alors qu'elle est structurante. Le vice-président américain pas Donald Trump, J.D. Vance, a expliqué que la Russie avait fait des concessions, on ne voit pas bien lesquelles. De quoi parle-t-il ? On ne sait pas, justement, c'est un des sujets dits du secret de la négociation. Donald Trump a été très Mais vous le connaissez, ce là, secret, vous les connaissez, ces coulisses. De quoi va-t-on parler ? Ah non. Alors, d'abord, même si je les connaissais, je les partagerais peut-être pas avec vous. Mais là, non, c'est pas le cas. Non, ils ont chacun dit qu'ils s'étaient tombés d'accord sur toute une série de sujets dont ils ne parleraient pas. Et le président Trump a failli répondre à Sean Hannity sur Fox News juste après le sommet, dans la salle même du sommet. Et lui a dit, en fin de compte, non, je vais pas vous le dire tout de suite, parce que faut quand même que j'en discute avec le président Zelensky et les Européens. Tout le monde connaît les principes qui ont été retenus, mais une partie d'entre eux sont inacceptables pour les Ukrainiens, c'est-à-dire la zone nord de Donetsk, c'est-à-dire là où la ligne de défense ukrainienne est la plus puissante, la plus forte, et que les Russes n'arrivent justement pas à percer, et qui est insupportable pour les Russes. Le reste est à peu près connu. La neutralisation de la centrale et la réouverture de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la privatisation de la mer d'Azov, la protection d'Odessa, la réouverture de la mer Noire. Bref, toute une série des autres sujets sont à peu près connus. La remise de, je crois, 6000 kilomètres de territoire ukrainien occupé par la Russie, mais dans des endroits qui ne l'intéressent plus, c'est-à-dire au nord du Donbass. Et puis la perte définitive de la Crimée. Mais là, il n'y a plus de surprise, on le sait depuis une dizaine d'années désormais. Quelque chose qui est... Attention à la manipulation. Kiev n'a aucun poids. Bauer prétend que certains points restent inacceptables pour Kiev. Mais la vérité est simple, Kiev n'a plus les moyens de refuser. L'armée est saignée, l'économie survit par perfusion occidentale. FMI, avril 2025. Les lignes rouges de Kiev ne valent que si Washington est valide. Ce récit ne correspond pas à la réalité militaire et politique. La leçon quand même de la semaine, c'est que l'Europe reste un nain militaire et diplomatique. Ça négocie. Il y a d'un côté Vladimir Poutine, il y a de l'autre côté Donald Trump, Volodymyr Zelensky au milieu. Où sont les Européens ? Comme d'habitude, nulle part, derrière, à côté. C'est tout. Mais ils se sont, ils ont décidé. Le président Charles de Gaulle, le général de Gaulle, président de la République, a essayé avec le plan Fouché d'expliquer aux Européens, il y a 65 ans, comment on pouvait être une Europe puissance militaire et une Europe puissance indépendante tout en ayant des alliés. Personne n'en a voulu. Les Européens payent le prix de ce choix, de l'aveuglement, de l'inconsistance, de l'incompétence. Bref, à un moment, on paye. Et donc, nous payons très cher pour faire la guerre sans avoir les moyens de la faire. Donc, la guerre des autres. Et donc, c'est un peu le sujet. Alors, il nous reste une demi-puissance nucléaire qui sont les Anglais, mais qui ne peuvent pas faire grand-chose sans l'accord des Américains, sauf si leurs sujets vitaux étaient mis en cause. Et puis, une vraie puissance nucléaire, mais affaiblie par la perte de financement et d'organisation de son armée. On appelle ça l'armée bonsaï, expéditionnaire et échantillonnaire, un peu de tout, beaucoup de rien, et que nous sommes en train d'essayer de reconstruire, mais ça ne se fait pas en 3 minutes. Donc voilà, les Européens payent le prix de n'avoir jamais voulu être européens. Ce constat semble lucide, mais il cache une manœuvre. 1. L'Europe est absente. En réalité, l'Europe n'est pas absente. Elle est alignée. Depuis 2022, Bruxelles a adopté plus de 17 trains de sanctions contre Moscou, engagé des milliards pour l'armement de Kiev, et suivi à la lettre les décisions de Washington. Ce n'est pas de l'absence, c'est une obéissance totale. 2. Armée bonsaï. Ce n'est pas un hasard, mais un choix stratégique américain. Dès 1949, avec l'OTAN, Washington a bloqué toute autonomie militaire européenne. Quand Macron a parlé d'autonomie stratégique, Ursula von der Leyen l'a immédiatement recadré. Même Politico note que toute tentative d'armée européenne indépendante est systématiquement étouffée. 3. La dépendance aux États-Unis. C'est le cœur du système. 80% des armes livrées à l'Ukraine sont américaines. Les satellites, les renseignements, les missiles longue portée, tout est verrouillé par le Pentagone. Les Européens financent la guerre, mais ce sont les Américains qui décident. L'Europe n'est pas une victime impuissante. Elle est une vassale consentante. Bohr dénonce une faiblesse, mais ce qu'il cache, c'est que cette faiblesse est voulue. Bruxelles a choisi la soumission à Washington.
Si vous voulez continuer à décrypter ces mensonges médiatiques et comprendre ce qui se joue réellement derrière la propagande occidentale, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo. Votre soutien fait toute la différence.